Bien évidemment, je vais commencer cette conférence de presse par un discours. Et j'aimerais attirer votre attention sur le message de la Côte d'Ivoire victorieuse. Mesdames, Messieurs, représentant les partis et mouvements politiques, Mesdames, Messieurs, les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, les secrétaires généraux de la Côte d'Ivoire victorieuse, Mesdames, Messieurs, les coordinateurs généraux et communaux, honorables membres délégués des différentes coordinations, Mesdames, Messieurs de la presse, militants et sympathisants de la Côte d'Ivoire victorieuse qui nous regardent en ligne, honorables invités. Ce jour du 30 novembre 2019 est une date historique qui restera marquée dans les annales de la vie politique ivoirienne et celle de notre mouvement politique à tous, qui est la Côte d'Ivoire victorieuse, appelée de ses initiales la CIV. En effet, cette première conférence de presse a pour but de présenter officiellement la CIV au peuple de Côte d'Ivoire, de lui faire part de ses idéaux, de ses objectifs, de ses ambitions, de son positionnement sur l'échiquier politique ivoirien, bien entendu sans oublier son offre politique. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous parler d'un pays, d'un peuple, d'une nation, avant que l'on ne s'imprègne du principal sujet de notre conférence de presse, pour laquelle nous sommes présents, bien entendu. Un territoire de 322 462 km². Un peuple hospitalier, très hospitalier. Une agriculture florissante au milieu des années 70, qui a donné naissance à ce que l'on a appelé le boom économique. Un pays riche en minerais au nord, riche de sa terre fertile dans ses régions du sud-ouest, du centre et de l'est, riche de sa mixité ethnique, de son métissage et de sa diversité culturelle. Un pays où jadis, le nordiste n'avait pas d'ennemis. Le sudiste n'avait pas d'ennemis. Le ressortissant de l'ouest, de l'est et du centre non plus. En fait, un pays dans lequel l'appartenance ethnique, régionale et religieuse n'avait pas d'importance. Un pays qui connut une croissance économique extraordinaire, un développement urbain à l'image des pays développés, une éducation appréciée de tous, à tel point que sa notoriété a dépassé ses frontières et a attiré de nombreux étudiants étrangers. On se rappelle quand il y avait à l'époque nos frères béninois qui venaient enseigner en Côte d'Ivoire. Un pays au sein duquel tous les adultes étaient les parents de tous les enfants. Et tous les enfants, les progénitures de tous les adultes. Où la solidarité entre les peuples était forte et les liens sociaux intenses. Oui, mesdames et messieurs, un pays où la cohésion sociale était une réalité. Le respect des valeurs républicaines, des institutions, la pratique des valeurs morales, le civisme
était une réalité. Le reste, un pays avec une armée républicaine et bien éduquée, au service de la nation tout entière, était aussi une réalité. Son peuple, se partageant plus de 60 ethnies locales, favorisant des unions, des mariages interethniques, et donnant naissance à une génération nouvelle qui représente aujourd'hui plus de 60% de sa population. Cette génération dont la plupart d'entre nous en fait partie est le fruit du métissage culturel, le fruit de l'entente, de l'union entre les peuples. Mesdames et messieurs, ce pays dont je viens de faire la description, c'est le nôtre, c'est la Côte d'Ivoire. Notre seul bien commun à tous, la terre de nos ancêtres, qui, selon l'histoire, serait venue d'ailleurs à la recherche de terres fertiles et de paix, car fuyant les guerres tribales, en des mots, à la recherche du bonheur. Ils ont livré des luttes au péril de leur vie, depuis l'époque coloniale, en passant par les travaux forcés, afin d'avoir la liberté et garantir ce droit à leur descendance que nous sommes. Mesdames et messieurs, le portrait de notre pays que je viens de vous exposer est malheureusement bien loin, très loin, derrière nous. L'empoisonnement par des propos de certains de nos acteurs politiques et la mauvaise gestion de l'État durant plusieurs décennies ont donné naissance à la division, au clanisme, à la haine de l'un envers l'autre pour des raisons purement politiques. L'union a laissé la place à la division. L'amour a laissé la place à la haine. La cohésion sociale au clanisme et au régionalisme. Les valeurs républicaines à la dégradation du symbole républicain. Le civisme a laissé la place à l'incivisme. Le paysage politique a pesé à un paysage politique qui fait la honte de notre nation, dont les acteurs s'affrontent par des échanges d'insultes, de violences verbales, sans se soucier de la jeune génération qui observe, qui nous regarde. La tolérance a laissé la place au fanatisme. Et l'adhésion à un parti politique est pour la plupart basée sur l'appartenance ethnique ou régionale du leader, non pas pour le projet de société qu'il propose. Plus de 3248 morts. Je dis bien 3248 morts. Voilà l'affreux et malheureux bilan que nous avons connu durant la crise post-électorale de 2010-2011. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Ivoirien lambda ne vit plus, il survit. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Il survit face à la cherté de la vie, face au chômage grandissant, face à la précarité. Il survit face à un système de santé inquiétant, face à une éducation à la dérive. Et pour finir, à l'approche de chaque élection présidentielle, on lui impose la peur, la psychose. Il veut quitter le pays. Oui, Ivoiriens, Ivoiriennes,
Notre pays est malade. Malade de sa politique à caractère guerrier, où se forment des clans selon les régions. Malade de son économie. Malade de son agriculture qui, autrefois, était le succès de la Côte d'Ivoire, on se rappelle. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Malade de la perte de ses valeurs morales et républicaines. La jeunesse ivoirienne qui représente à elle seule 70% de la population. Mais malheureusement, c'est une jeunesse manipulée aux ordres des aînés. Une jeunesse sacrifiée qui a connu le chômage grandissant et qui continue d'en souffrir. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir qu'est-il arrivé à notre pays? Qu'est-il arrivé à la Côte d'Ivoire? Nous croyons que l'heure a sonné pour cette jeunesse de prendre ses responsabilités, de conduire le destin du pays et d'en assurer sa gestion politique. Je dis bien d'en assurer sa gestion politique, afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et surtout de garantir l'avenir de la génération future. Pour ce faire, il fallait s'organiser. Et c'est ce que nous avons fait. Il fallait s'organiser autour d'une organisation politique bien structurée pour conquérir le pouvoir d'État dans le but de mettre en pratique notre projet de société pour le bonheur de chaque Ivoirien. C'est ainsi que de jeunes cadres issus de tous les milieux sociaux, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, d'Abidjan à la diaspora, ont créé ce que vous êtes à mesure de connaître maintenant, la Côte d'Ivoire victorieuse. Oui, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire victorieuse appartient à tous les Ivoiriens, et en particulier à sa jeunesse, qu'elle incarne, car elle connaît mieux ses problèmes. Ces dirigeants que nous sommes l'ont vécu, l'ont subi et continuent d'en subir. La Côte d'Ivoire victorieuse appartient à cette jeunesse opprimée, cette jeunesse délaissée, à ces hommes et ces femmes qui ont perdu tout espoir de croire en leur pays. Elle appartient à tous et à tous ceux qui aspirent à la paix, à la stabilité, au développement durable, à un emploi pour tous, un toit pour chacun et à la cohésion sociale. Elle appartient aussi à tous ceux qui croient fondamentalement qu'on n'adhère pas à un parti, à un parti politique pour ses idéaux, et non pas pour son appartenance ethnique et pour l'appartenance ethnique ou régionale du leader. La Côte d'Ivoire victorieuse, en définitive, c'est la jeunesse ivoirienne avec une mentalité nouvelle. J'entends dire, je ne m'intéresse pas à la politique parce qu'elle est dangereuse. Moi, tout sauf la politique. Parce que vous allez envoyer les militaires chez moi la nuit pour me prendre pour aller me tuer. Ils ont peur. Mais ils ont tort d'avoir peur parce que la jeunesse ivoirienne profondément déçue de la politique et de ses acteurs, on peut les comprendre, elle est atteinte de peur et de psychose qui leur ont été imposées, directement ou indirectement, car elle ne veut plus revivre la guerre. Et cette jeunesse-là, elle a bien raison d'avoir peur. Mais en même temps, et cependant, est-ce que accepter la précarité, accepter son chômage, est-elle la solution idéale?
accepter de voir mourir son fils ou sa fille par manque de moyens financiers exigés par les médecins, est-elle la solution idéale? Subir la cherté de la vie au quotidien, de plus en plus grandissante, est-elle la solution idéale? Aussi, accepter d'hypothéquer son avenir est une chose, mais détruire l'avenir de ses enfants quand on a refusé de prendre ses responsabilités en est une autre. Mais le plus grave est que, je vais aller plus loin, une jeunesse qui choisit de fermer les yeux devant ses problèmes les plus cruciaux est une jeunesse inconsciente. Une jeunesse qui s'inscrit dans la neutralité face à la politique de son pays, sous prétexte qu'elle ne fait pas de politique, est une jeunesse irresponsable. Une jeunesse qui ne s'engage pas et qui se soustrait de son devoir de citoyen est une jeunesse ignorante. Je pèse mes mots. Car la seule et véritable solution à nos problèmes, parce que nous sommes jeunes, c'est d'arriver à mettre en pratique notre projet de société, sur mesure, adapté à la situation actuelle des citoyens, afin d'améliorer leur niveau de vie et d'éradiquer les problèmes quotidiens. Mais pour y arriver, mes chers amis, il faut accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, il faut voter le projet de société auquel on adhère dans les urnes, de la manière la plus pacifique et la plus démocratique possible. Donc les jeunes doivent s'engager. Ils sont condamnés à s'engager. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire. Oui, nous pouvons faire la politique autrement. Nous pouvons faire la politique sans violence verbale. À la CIV, nous sommes contre ça. Nous pouvons faire la politique sans violence physique, sans des propos pour attiser à la haine, sans succomber à l'achat des consciences, surtout ça. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Car laissez-moi vous dire que la peur, c'est le pire ennemi de l'homme. Si tu as peur, ça ne sert à rien d'être né. Et retenez que ne pas prendre ses responsabilités, c'est aussi briser l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que je vous invite à rejoindre massivement la Côte d'Ivoire victorieuse, car ce mouvement sera le fer de lance. Il ne le sera pas. Il est le fer de lance qu'on utilisera tous ensemble pour redonner à notre pays ses valeurs, son civisme, sa bonne éducation, son développement, sa croissance économique, tous les facteurs clés qui constituent l'ensemble de la bonne gestion d'un État. Mes chers amis, nous voulons, bien entendu, apporter des solutions, notamment dans le domaine de la santé, de l'emploi, de l'éducation, dans tous les domaines. Nous avons un projet de société compatible à la situation actuelle du pays. Un projet de société sur lequel nos experts travaillent continuellement, car on ne finit jamais de concevoir un projet de société. On l'améliore. Nous lançons donc un appel à toutes les intelligences, car notre jeunesse en possède, imprégnée de la profonde volonté de changer les choses, de nous rejoindre et d'apporter leurs idées et leurs contributions pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà enfin, mesdames et messieurs, notre message. Le message de ce mouvement politique indépendant qui est la Côte d'Ivoire victorieuse. Ce message à toute la nation ivoirienne et de ces propos
vous pouvez déduire les raisons de la création de notre mouvement, de votre mouvement, ses objectifs clairs et précis et ce qu'il ambitionne pour notre pays et son peuple. En somme, ces propos déterminent notre vision. Ensemble, écrivons une nouvelle histoire. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire victorieuse n'appartient pas seulement à la jeunesse. Elle appartient à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens de tous bords. Mais vous conviendrez avec moi que la jeunesse représente 70% de la population. Elle est donc majoritaire. C'est pour cela que nous avons mis un accent sur la jeunesse. Et puis, tous ceux qui sont victimes de tout ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire, la majorité des personnes qui font face à la cherté de la vie, qui font face au chômage, aux problèmes de santé, mais c'est bien les jeunes. Alors nous avons mis un accent sur les jeunes parce que non seulement elle est importante, elle représente non seulement l'avenir de la Côte d'Ivoire, et puis il y a une autre génération qui va suivre, qui sont nos enfants, qui représenteront les Ivoiriens de demain. Donc la Côte d'Ivoire victorieuse, en définitive, appartient à tous les Ivoiriens, plus particulièrement à sa jeunesse. Je profite de votre question pour dire aussi que la jeunesse doit se servir de ce mouvement politique comme le fer de lance pour pouvoir s'émanciper sur le plan politique, pour pouvoir s'engager afin de permettre à la Côte d'Ivoire victorieuse d'accéder au pouvoir et puis de mettre en pratique son projet de société, ce qui va éradiquer tous les problèmes de cette jeunesse. Puisque le plus important, c'est quoi selon vous? C'est quoi le plus important entre nous? C'est l'amélioration de la vie du quotidien. Quand on n'arrive pas à manger, quand on n'arrive pas à se soigner. Alors la Côte d'Ivoire victorieuse, M. Lobé, elle appartient au grand-père de 150 ans, s'il n'est pas encore mort. Elle appartient aussi à celui de 85 ans. Mais elle appartient plus particulièrement à toute sa jeunesse. Monsieur Armand Iré, pardon, vous avez posé la question de savoir que nous n'avons pas développé un projet de société. Mais évidemment, vous ne pouvez pas aller au champ sans la daba. Vous avez vu un planteur qui va au champ sans sa daba, entre nous. Ça n'existe pas. Si, la tracteur. Non, mais soyons plus sérieux. Soyons plus sérieux. On ne peut pas mettre en place un mouvement ou un parti politique sans projet de société. Ça, c'est clair et net. Et effectivement, nous avons un projet de société et nous comptons le déballer au moment venu. C'est très important d'appuyer là-dessus. C'est vrai, les gens pour l'habitude de dire pardon, mais il n'y a pas de proposition. Ils viennent, ils créent un mouvement, toujours c'est pareil, il n'y a pas de proposition. Mais non, nous avons des experts autour de nous, une intelligence à prendre en compte et nous travaillons continuellement afin d'améliorer les projets de société pour faire des propositions. Et soyez serein, monsieur Iré, au moment venu, vous serez mis au parfum sur tous les éléments qui constituent la gestion politique d'un État, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'économie. Soyez sereins et imperturbables. Nous allons vous faire part de nos projets de société dans les mois à venir. Alors, est-ce que je serai candidat aux élections présidentielles? Vous savez, c'est ce qui nous a poussé à aller créer la Côte d'Ivoire victorieuse. Nous, chez nous, là, nous voulons appliquer la vraie démocratie, au sens propre.
on ne veut pas faire comme nos aînés. La Côte d'Ivoire victorieuse, c'est un mouvement politique. Vous avez posé la question de savoir si c'était un mouvement politique de trop. Mais non, nous sommes un mouvement politique indépendant. Parce que la plupart du temps, souvent les gens se trompent. Surtout en Côte d'Ivoire, chez nous. On a les grands partis politiques que moi j'appelle personnellement des partis politiques traditionnels. Parce que pour moi, je considère que leur temps c'est fini. Nous sommes à une nouvelle époque. Les choses doivent changer. Nous sommes à une transition générationnelle qui s'impose au paysage politique ivoirien. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. C'est la réalité. Personne ne peut lutter contre la nature. Lutter contre la nature, c'est vouloir lutter contre Dieu. Et c'est impossible de lutter contre Dieu. Ça se fait de manière naturelle. On a eu des grands partis, des fondateurs. Ensuite, ça a suivi des personnes qui devaient changer les choses, des refondateurs. Ensuite, ça a suivi, bon, des personnes qui sont venues. Et après, il y a une autre génération qui suit. La plupart des mouvements politiques qui se créent en Côte d'Ivoire, soit ce sont des mouvements politiques affiliés, des mouvements politiques de soutien à des partis politiques traditionnels, soit ce sont des mouvements de soutien à une personnalité politique. Mais non, la Côte d'Ivoire victorieuse, elle est totalement indépendante. Et ça ne serait pas, comme vous venez de le dire, un mouvement politique de trop. Qu'est-ce que vous appelez de trop? Mais moi, je vais vous dire, de trop, c'est la cherté de la vie. De trop, c'est quand on tombe malade. Et quand on arrive à l'hôpital, on nous exige de payer de l'argent pendant que le patient est en train de mourir. De trop, c'est quand on est étouffé. On n'arrive pas à s'en sortir. De trop, c'est quand la population ivoirienne en a marre. Et que la précarité est grandissante. Et que la misère se fait sentir. Ça, c'est de trop. Mais quand on... Laissez-moi finir, je vous prie. Mais quand on crée un mouvement politique, la Côte d'Ivoire victorieuse a été créée par des jeunes qui ont juste eu une prise de conscience collective. À Abidjan, à Soubré, à Gagnoua, à Korogo, à Fekessédougou. Ils ont dit non, mais ça suffit, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 35 ans, moi j'ai 40 ans, moi j'ai 42 ans, moi j'ai 28 ans. Moi, j'ai 52 ans, mais qu'est-ce qu'on fait, les frères? On a dit, ça suffit. Bon, appelons nos frères de Paris. Appelons ceux aussi de Londres, des États-Unis, du Burkina, tous ceux de la diaspora. Mais on fait quoi? Mais il faut prendre nos responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà pourquoi nous avons créé la Côte d'Ivoire victorieuse. Et ne vous méprenez pas. Ce mouvement politique, nous allons aller loin avec ce mouvement politique. Et notre objectif, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. À la question de savoir si je serai candidat, voyez-vous, au sein de la Côte d'Ivoire victorieuse, nous avons un statut que nous respectons. Être président du mouvement politique ne signifie pas que le président est de facto le candidat du mouvement. Ah ben là, soyons clairs là-dessus. La démocratie doit être appliquée. Je suis président, je fais mon rôle. Mon travail, c'est de structurer le mouvement, c'est de le rendre plus grand, c'est de gérer ses instances. Et puis, c'est de prendre le plus possible, le plus grand des militants, le plus grand nombre de militants. Ça, c'est mon devoir. Ça s'arrête là. Mais maintenant, au mois d'avril, entre le mois d'avril et le mois de mai de 2020, nous aurons une convention où chaque membre de la Côte d'Ivoire victorieuse qui se sent capable pourra se présenter à la candidature. Et puis, nous allons élire de la manière la plus démocratique le candidat qui représentera la CIV officiellement aux élections présidentielles de 2020. Donc, en ce qui me... Aujourd'hui, vous êtes candidat à la candidature. Je dis que je suis les statuts de la Côte d'Ivoire victorieuse. Et puis, en ce qui concerne ma candidature personnelle, vous êtes monsieur déjà? Jean-Paul Oro. Monsieur Jean-Paul Oro. En ce qui concerne ma candidature personnelle, j'aviserai là-dessus. Vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny
nous avait dit à l'époque que la politique, c'est l'appréciation des événements du moment. Aujourd'hui, je peux vous dire que je serai candidat. Je touche du bois et si demain je ne vis plus. Aujourd'hui, je peux vous dire que je serai candidat. Et s'il y a des choses qui m'empêchent d'être candidat, comme je peux vous dire que je ne suis pas candidat et que j'ai l'intention de l'être. Non, laissons le temps faire les choses. Pour l'instant, je suis président de la Côte d'Ivoire victorieuse et je m'arrête à cela. N'abusons pas. Le temps viendra, au moment du mois d'avril, du mois de mai, quand notre organe va organiser cette convention, ma conscience interne pourra me parler intérieurement, comme vous, M. Oro, vous en avez une conscience interne. Et puis, là, je vais prendre une décision pour dire, ben, je suis candidat. Ben non, je ne suis pas candidat. Et il va appartenir, monsieur l'attaché de presse un protocole a été suivi et j'aimerais que le protocole soit suivi, je vous en prie. Je vais déjà commencer par M. Jean-Paul Oro, puisqu'il a été le premier à poser la question. Mais avant d'en venir à votre question, M. Oro, vous avez dit il est jeune, je ne sais pas pourquoi elle a assez de difficultés de jeu dynamique. M. Oro, justement, c'est ce que nous voulons changer, ce que vous faites là. C'est ce que nous voulons changer. La discipline, il y a de la discipline. La Côte d'Ivoire, par exemple, a besoin de discipline. Nous avons un protocole bien établi. Il faut suivre les règles. Un pays conscient, un pays qui veut évoluer doit suivre les règles. Et ça ne commence pas par le pays, ça commence par les individus que nous sommes, que vous êtes, M. Oro. C'est la raison pour laquelle je vais m'en tenir au protocole. Voilà, nous aurons l'occasion... Lié au protocole. Bien sûr, nous aurons l'occasion de faire des questions-réponses, il n'y a pas de problème. Alors, votre question est de savoir si le président Alassane... Vous avez dit que le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à Katiola, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous sommes régis par des règles. Nous avons une constitution qui est notre loi fondamentale, qui est la Bible et le Coran du pays. Mais le président Alassane Ouattara a-t-il le droit de se présenter ou pas? Pour ma part, selon la Constitution, je dis bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Selon la Constitution, oui. Mais est-ce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, après avoir fait 2 mandats à la tête d'un État, un pays comme la Côte d'Ivoire qui a ses propres réalités politiques. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Sénégal, je l'ai toujours dit. Un pays qui a traversé des moments difficiles. Est-ce qu'il faut aller encore faire un premier mandat d'une autre constitution, mais d'un 3e mandat? Je dis non. Et nous, à la Côte d'Ivoire victorieuse, nous sommes sereins et imperturbables. Nous avons toute confiance au président Ouattara. Nous le savons, très intelligent. Docteur en économie, Premier ministre au gouvernement ivoirien. Voilà quelqu'un qui a fait des réformes quand il fut Premier ministre. Mais bon, nous lui donnons encore notre confiance. Et nous pensons que pour l'avenir des Ivoiriens, pour garantir la paix, pour garantir la cohésion sociale, la cohésion nationale, il ne se présentera pas aux élections présidentielles de 2020. Ça, c'est notre position, c'est notre avis là-dessus. Alors, monsieur le deuxième intervenant, désolé, j'ai noté le nom, mais... Monsieur Oula, vous avez dit que, ben écoutez, j'ai été au PDCI, mon chien et tout. Ben écoutez, voyez-vous, ça aussi, c'est ce que nous voulons combattre. C'est pas de votre faute, hein. Vous êtes ivoirien et c'est cette mentalité que nous voulons combattre. Vous voyez, la liberté de penser, la liberté de réfléchir, la liberté d'agir, c'est aussi ça la démocratie.
Oui, j'ai été au PDCI, je ne vais jamais m'en cacher, et j'ai été fier d'être un militant du PDCI. Vous l'avez occulté quand vous pouvez vous présenter. Je finis. Vous me laissez terminer. Voilà. Mais quand, arrivé à un certain moment donné, quand on rentre dans un parti politique, c'est parce que nous avons une conviction. C'est parce que nous croyons en quelque chose. Mais à partir du moment où la ligne politique que nous avons suivie dès le départ n'est pas compatible à ce que nous croyions avant, il faut savoir prendre ses responsabilités. Le divorce a été créé pourquoi? Vous ne vous attendez pas avec votre femme, donc vous êtes condamné à rester ensemble. Quand vous quittez votre femme, on dira de vous que vous êtes une traite. Je suis désolé. Et quand je vois des gens du PDCI, qui étaient PDCI avant, qui ont quitté le PDCI, qui sont partis au RHDP, et qui se font insulter par leurs frères du PDCI, c'est dommage. Ce n'est pas ça la démocratie. On est libre d'aller où on veut. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la CIV. Ceux qui sont à la CIV, ce sont des Ivoiriens. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas les monopoliser. Ils sont libres, ils sont êtres humains, l'humanité. Ils ont le droit d'aller. Non, écoutez, ils ont le droit d'aller. Ils ont le droit d'aller. Mais je finis. Vous me laissez finir. Quand vous posez une question, soyez patient. C'est aussi ça le métier de journaliste, la patience. Donc soyez calme. Un sang-froid, ça va vous faire du bien. Ah, je suis très calme. Bien, alors, oui, non, moi je panique, je développe au contraire. Alors je disais que les gens sont libres d'aller où ils veulent partir. Aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire victorieuse, certains peut-être iront, peut-être, je ne sais pas où, dans n'importe quel parti politique, c'est leur droit. Alors moi, c'est vrai, j'étais au PDCI, toute ma famille, la famille Aka, est issue du PDCI RDA. Mes parents aussi, j'ai suivi cette ligne de conduite, mais nous sommes à une nouvelle époque. Et je rentre au PDCI en tant que militant. J'occupe mon premier poste de responsabilité en 2017 en tant que président du réseau dynamique, qui est dirigé par M. Jean-Michel Amonkou. Et je me rends compte que la ligne politique qui m'a amené à rentrer dans le PDCI n'est plus compatible à ce que je crois aujourd'hui. Mais alors, il fallait que je prenne mes responsabilités. Et je les ai prises, ces responsabilités. Aujourd'hui, moi, ancien membre du PDCI, on a des gens ici, à la Côte d'Ivoire victorieuse, qui viennent du FPI, qui viennent du RDR. Peut-être que vous ne savez pas. Ah ben oui, mais je vous l'apprends. Ah oui, mais c'est bien. Qui viennent de tous les partis politiques. Voilà. Et donc, nous avons fait la Côte d'Ivoire victorieuse et nous sommes satisfaits de cela. Alors, vous avez posé la question... Sinon, oui. J'ai posé la question de savoir, tout à l'heure vous avez dit que le parti traditionnel c'est le parti du passé. Est-ce que Bédié, qui était votre mentor, est un homme du passé? Mais M. Henri Konan Bédié est un homme politique de la Côte d'Ivoire. Un homme d'État que je respecte personnellement parce qu'il a été chef de l'État. Et moi, je suis pour les institutions. Jamais je ne manquerai de respect au président Henri Konan Bédié. Il faut que ça soit clair là-dessus. Mais pour moi, on a... Son temps est passé. Écoutez, vous ne pouvez pas répondre à ma place, monsieur Oro. S'il vous plaît. Non, mais écoutez, vous n'allez pas remplacer... Non, mais écoutez, vous n'allez pas remplacer mon cerveau au tien. Écoutez, non. Oui. C'est tout à fait normal. Mais laissez-moi répondre. Oui. Voilà. Alors, monsieur Bédié est un homme politique. Alors, monsieur Bédié, c'est un homme du passé. Voilà. Monsieur Bédié... Pour moi, pour ma part,
chaque chose à son temps, nous sommes à une nouvelle époque. Je considère que nous sommes à une nouvelle époque. Et qu'aujourd'hui, le paysage politique ivoirien, dans le paysage politique ivoirien, s'impose une transition générationnelle. Alors, à partir du moment où il y a une transition générationnelle qui s'impose, pour moi, pas seulement le président Bédié, le président Bédié, le docteur Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, sont des hommes du passé. Je m'en vais répondre à la question de M. Augustin Lobé. En ce qui concerne les 100 millions de francs CFA, qui est la dernière question du deuxième volet, n'est-ce pas? Oui. Bon, voilà. Alors, une chose est claire. Nous avons confiance à notre institution. Le président Alassane Ouattara nous a rassurés. Il nous a dit qu'il n'y aura aucune exclusion concernant les élections présidentielles de 2020. Vous êtes sûr? Oui. C'est ce qu'il nous a dit. Vous êtes sûr? Ben écoutez, moi je m'en tiens aux paroles du chef de l'État. À partir du moment où ça n'a pas encore été appliqué. Et puis respectons les règles. Je suis en train de répondre aux questions. Voilà. Non, mais ne vous en faites pas. Alors, monsieur Lobé, je viens à vous en disant que nous en tenons à ce que le président Ouattara a dit. Il a dit qu'il n'y aura pas d'exclusion. Un point, c'est tout. Mais maintenant, quand il était à Kachola, oui, c'est vrai, il faut 100 millions de cautions, il faut des parrainages. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que ça a été appliqué? Il y a une limitation là. Et en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y aura pas d'exclusion. Mais nous sommes régis par des règles. Que dit l'article 4 de notre Constitution, notre loi fondamentale? Elle dit que tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres, égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de son origine sociale. Je pense juste ça. Sinon, nul ne peut être discriminé en raison, par exemple, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan racial. Si tu peux être blanc et puis être ivoirien. Mais si on veut appliquer 100 millions de francs CFA de caution, ça veut dire que pour être président de la République en Côte d'Ivoire, il faudrait être riche. Ça va appartenir à une certaine oligarchie. En même temps, cette oligarchie-là, en retour, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut plébisciter les votes des pauvres qui représentent la majorité. Nous, en ce qui nous concerne à la Côte d'Ivoire victorieuse, même le cordonnier du petit quartier d'Abobo sans manquer, ou bien derrière Rail, peut se présenter pour être président de la République à partir du moment où il a un projet de société compatible pour présenter à la population ivoirienne. Et le fait de mettre cet écart-là, pour ma part, c'est la violation de l'article 4, qui est notre constitution, notre loi fondamentale. Là, il y a une discrimination sur le plan social. Mais nous avons tout à fait confiance au président Ouattara. Parce que nous, à la CIV, nous sommes pour le respect des institutions, rappelez-vous. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Oui, monsieur le Président, sur la même question, pour continuer, que cette caution a été, on peut pas se voiler la face. Au moment où les Ivoiriens n'avaient pas l'argent, Kobani avait imposé 20 millions. Ben oui, et ben oui, donc, ben oui, mais de toutes les façons, les gens commencent à avoir de l'argent, donc s'ils disent 100 millions... Oui, mais de toutes les façons, moi je vais vous dire que Oufo Boigny avait déjà institué 20 millions de francs CFA. C'est vrai, vous n'avez pas tort, M. Lobé, mais en même temps, M. Tanon, au Bénin, qu'est-ce qu'il fait? C'est 250 millions. Au Sénégal, qu'est-ce qu'ils font? C'est 60 millions de francs CFA. En France, qu'est-ce qu'ils font? C'est 0 centime. En France, et je ne vous apprends rien. Ils sont... Mais écoutez. Quand on parle de démocratie, on est bien content quand ça nous arrange, ok, de donner l'exemple sur la France. Mais quand ça ne nous arrange pas, on ne veut pas copier sur la France. Ça, nous savons tous, hein. On est bien d'accord là-dessus. Arrivé à un certain moment, arrêtons-nous de jouer avec les mots. Nous disons clairement et simplement que en France, c'est 0 centime. Ils vont dans le système de parrainage. Il faut 500 maires qui signent. On envoie le document au Conseil constitutionnel. Ils vérifient, tout est signé. Les 500 membres sont signés. Pap, c'est validé.
Ça, au moins, c'est un sens. Parce que ça permet au président de parti de fonder son parti, d'élaborer, d'avoir des élus, des députés, des maires. Ça, c'est un sens. Mais quand on demande 65 millions au Sénégal, on demande 250 millions au Sénégal, est-ce que c'est un sens? C'est une discrimination totale, il faut qu'on se dise clairement. Soit nous sommes pareils, soit nous ne le sommes pas. S'il faut instruire une discrimination entre celui qui habite à Cocody Beverly Hills et celui qui habite à Bobo sans manquer, mais c'est grave. Donc ça veut dire que le pauvre n'a pas le droit de se présenter. Mais moi, je crois que n'allons pas en besogne. À la Côte d'Ivoire victorieuse, notre position elle est claire. Même les 20 millions dont vous venez de parler, parce que ça a été institué par le père fondateur. Mais nous avions l'intention de revenir là-dessus. Ce n'est pas une question d'argent. Si vous voulez croire, non, la CIV n'a pas d'argent, il ne peut pas payer 150 000, je vous l'ai dit, même 150 000 euros. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas payer 150 000 euros? Voilà. Ah ben oui, ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas là-dessus. 150 000 euros, oui, on peut le payer. Mais simplement que c'est une question de principe. Et le président Ouattara, nous avons confiance au chef de l'État. La décision n'a pas encore été prise. C'est juste une proposition qu'il a dite. Et lui-même, il a été victime d'exclusion. Nous nous sommes battus pour le président Ouattara. Parce que lui-même a été victime d'exclusion. Il nous a rassuré qu'il n'y aura aucune exclusion totale. Et cette exclusion-là, en 2010-2011, ça a accouché de quoi? Plus de 3248 morts. Mais posons-nous la question, est-ce que nous avons besoin de revivre ça? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. Nous avons notre propre mentalité, nos propres réalités. La France, ce n'est pas le Japon. Comme on aime beaucoup copier sur la France. Alors il faudrait qu'il n'y ait pas de caution. Zéro caution pour quiconque est ivoirien qui voudrait se présenter. C'est ce que nous voulons proposer. J'ai une question, il n'a pas répondu. Non, excuse-moi. J'ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu sur la CEI. Il n'y a pas de souci. Monsieur le Président, sur la CEI, j'ai demandé que tous les partis politiques aujourd'hui font progrès en tout cas pour dire que cette CEI va entraîner la Côte d'Ivoire dans un désarroi. Quelle est la position de la Côte d'Ivoire victorieuse sur cette CEI? La commission électorale indépendante, elle ne va pas aux urnes, elle ne vote pas, elle ne se lève pas le jour de vote pour aller faire le rang, pour voter dans des bureaux. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes plutôt concentrés sur la liste électorale. C'est la liste électorale qui compte. Aujourd'hui, nous avons 6 300 000 d'Ivoiriens, qui sont sur la liste électorale. Mais il y a eu quand même des décès. Il faut une révision totale de la liste électorale. Et puis nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il y ait une ouverture totale afin que tous les Ivoiriens puissent avoir le carte d'identité nationale pour s'inscrire massivement. Pour que cette compétition-là de l'élection présidentielle 2020 soit quand même équilibrée. C'est ça le plus important. Mais écoutez, moi demain je suis président de la Côte d'Ivoire. On met une commission électorale indépendante, on prend les gens de l'opposition, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Soyons réalistes là-dessus. Il n'y aura jamais de satisfaits. Nous sommes de l'opposition. Je ne suis pas contre mes amis de l'opposition. Au contraire, je suis avec eux. Mais je dis, soyons réalistes. Il y a des membres de l'opposition qui sont dans la commission électorale indépendante, mais certains disent ils sont pour le président Alassane Ouattara. Nous, à la CIV, nous sommes contre la gestion de l'État de la Côte d'Ivoire. Nous sommes contre eux. Mais au lieu de nous concentrer sur la commission électorale indépendante, nous préférons nous concentrer sur la liste électorale. C'est ça qui compte pour nous. Et quand nous allons aller aux élections, là, on verra. On a vu ce qui s'est passé. Vous pensez que 2020, c'est 1980? La manière dont les gens trichaient dans les années 80, dans les années 90, vous pensez... On a vu avec le maire Jacques Ehou tricher une élection en 2020. Pendant qu'il y a les téléphones portables, il y a des vidéos, il y a tout. Vous êtes sûr? Vous allez prendre les PV pour les mettre où? Nous, on veut aller aux élections. D'accord. Bien, écoutez, en ce qui concerne le franc CFA, M. Eden, voyez-vous, c'est un problème sérieux.
Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de son indépendance financière. Et aujourd'hui, il y a l'écho qui est en pourparlers, qui est en création. Nous, notre position à la Côte d'Ivoire victorieuse, c'est simple. Nous voulons une indépendance financière totale, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique entière. Et que si nous pouvons trouver des moyens qui favorisent une indépendance financière totale à tous les Africains, en particulier les Ivoiriens, je crois que ça serait la meilleure chose. Et en ce qui concerne cette question, j'aurai l'occasion de développer un peu plus, parce que l'ECO est en cours de création. Et nous verrons si l'ECO a les mêmes principes que avait le franc CFA d'antan. Alors, voyez-vous, la Côte d'Ivoire a toujours eu des relations fortes avec la France. La Côte d'Ivoire et la France sont des sœurs. Ça répond directement à votre question. Le président Félix Houphouët-Boigny a commencé sa politique où? Mais voilà. Le président, ben oui, le président Ouattara, ah oui, il a été député ici. Le président Ouattara, avant qu'il ne soit, quand il a été Premier ministre, même le président Bédié. Voyez-vous, c'est pas une question. On a même une conférence de presse que nous allons donner bientôt au mois de janvier en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays libre, c'est un pays de paix. Donc quand vous me dites que non, pourquoi c'est si en France vous avez des mots forts, qu'est-ce que vous appelez des mots forts? Attention, attention, non. Attendez, votre conférence de presse, vous avez dit des paroles fortes qui sont voilà, des paroles fortes. Merci. Mais ça, je n'avais pas transposé ça. Il faut savoir faire la différence. Après, il y a eu le lieu. Il faut savoir faire la différence en porter une critique, et puis insulter ou avoir voilà, de mauvaises paroles. Je pose une question. Alors, à votre question, je réponds que nous avons commencé, la Côte d'Ivoire victorieuse a été créée depuis la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été créée depuis la France. L'histoire a commencé depuis toutes les régions ivoiriennes, d'Abidjan à la diaspora, si vous avez suivi mon discours. Mais c'est à la diaspora que ça a été le mieux élaboré. Donc, bien entendu, nous allons aller en Côte d'Ivoire, nous allons aller faire une conférence de presse et nous prévoyons même faire un grand meeting à Abidjan au mois d'avril. C'est important. Il faudrait que nous puissions partager ce message. Nous n'avons rien à craindre. Notre pays, c'est un pays de paix. À vous entendre parler, c'est comme si vous dites indirectement que nous sommes une dictature. C'est ce que vous voulez dire? Faites attention à ce que vous dites. C'est le jugement du langage que vous sommes, monsieur le président. Voilà. Alors, je vais venir... Alors, je vais vous répondre encore parce que je n'avais pas encore fini de répondre. Vous avez posé la question de savoir si nous étions dans une réelle dynamique. C'est vrai, monsieur Oula, n'est-ce pas? C'est Oula, c'est ça? Oui, monsieur Oula. Alors, Tidiane Oula. monsieur Tidiane Oula, c'est vrai, vous avez raison de poser cette question parce que les Ivoiriens sont découragés. Et vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, l'autre se lève ici, je fais de la politique, il crie, machin, et puis après, quand ils arrivent au pouvoir, c'est pareil. Mais moi, que vous voyez en face de vous, j'ai vécu la misère que la jeunesse ivoirienne a vécue. Ceux qui sont à côté de moi ont vécu la misère que la jeunesse ivoirienne a vécue. Nous avons connu l'année blanche. Nous avons eu des diplômes et nous avons vu certains de nos amis réduits à faire des cabines téléphoniques. Pendant que l'époque de nos parents, c'était quoi? Avec notre grand-père, notre pépé Félix Houphouët-Boigny, c'était quoi? Eux, ils étaient encore sur les bancs quand on leur donnait déjà des numéros particuliers de la fonction publique. Ils n'ont pas connu le chômage.
Appelez-les. Posez-leur la question s'ils ont connu le chômage. Ah ben oui, Oufou est mort. Vous le dites si bien. Alors, quand on a eu des personnes qui ont géré le pays, et qui disaient quand nous étions petits, nous allons garantir l'avenir des générations futures, qui étaient nous. Nous étions enfants, nous étions en primaire, nous étions en secondaire. Nous représentions cette génération future-là. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes parents d'enfants de 0 à 25 ans pour la plupart d'entre nous. Nos enfants même sont majeurs. Mais écoutez, arrivé à un certain moment, c'est bon. Arrivé à un certain moment, c'est bon. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est vrai, mais permettez-nous de changer celles qui n'ont jamais gagné. Et venons avec de nouvelles idées. Donc ne vous en faites pas, parce que nous avons vécu ce que la majorité de la jeunesse ivoirienne vit en ce moment et continue de vivre. Et nous avons une autre mentalité. Nous sommes issus d'un métissage culturel qui ne dit pas son nom. D'un métissage culturel d'une richesse extraordinaire. Parce que nous sommes métissés culturellement. Mais nous venons avec une nouvelle mentalité, avec de nouvelles idées. Donc jamais, M. Oula, nous ne ferons comme les autres. Alors, vous me posez la question de savoir d'où je tiens les 3248 morts. Mais tous les hommes politiques en parlent. Et même si vous n'êtes pas un homme politique, il suffit de taper Internet et puis vous l'avez les chiffres. C'est tout.